En moins de 2 ans, un pays enclavé a déplacé l'axe de l'observation africaine. Alors que des écrans occidentaux s'assombrissaient, des équipes burkinabées ont mis en service des satellites capables de cartographier frontières, convois et bases, bousculant des habitudes d'ingérence orbitale. Que change, pour votre sécurité informationnelle, l'initiative portée par Ibrahim Traoré? Le décor s'ouvre sur une Afrique qui décide ce qu'elle voit, partage sa vigilance avec ses voisins et transforme l'orbite d'un privilège lointain en capacité souveraine, immédiate, discutée et désormais assumée. Cette enquête s'engage sans triomphalisme ni spéculation, avec une méthode lisible et vérifiable. Vous gagnerez un cadre clair pour lire risques et marge d'action. L'enjeu dépasse la prouesse technique. Il touche à la souveraineté des données, à la réduction des asymétries de temps et d'intention, et à la capacité de décider sans médiation. À partir des faits fournis par la source, le récit déroulera des chaînes causes-effets courtes, des baselines explicites et des deltas interprétés en langage simple sans ajouter de chiffres non attestés. Il s'agira aussi de nommer les coûts d'opportunité. Perdre l'orbite, c'est perdre du temps, des ressources et le contrôle narratif. Le pari est double: comprendre ce qui est déjà opérationnel et distinguer ce qui reste fragile, réversible ou conditionnel. Une micro-accroche guide la lecture. Pourquoi le partage d'images avec des voisins peut-il renforcer et non diluer la sécurité nationale? Enfin, le dossier précisera ce qui est reproductible ailleurs et ce qui dépend d'un contexte précis, afin d'équiper le jugement plutôt que d'alimenter l'émotion. Et c'est là qu'apparaît l'élément le plus frappant. Selon la source, en 6 jours, 3 satellites opérés par des équipes africaines auraient dû commencer à couvrir des zones critiques du continent. Ce chiffre, plus que spectaculaire, signale une compression du temps stratégique qui expose une vulnérabilité longtemps ignorée par les dispositifs de surveillance extérieure. Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut repartir d'un état initial précis. Pendant des décennies, une grande partie de l'Afrique a observé son propre territoire à travers des yeux extérieurs, avec des données filtrées, des délais imposés et des conditions d'accès asymétriques. Le Burkina Faso évoluait dans ce régime de dépendance informationnelle, incapable d'anticiper certains mouvements transfrontaliers ou de vérifier des activités sensibles sans médiation. La thèse portée par la source est simple: l'accès direct aux images et aux signaux modifie l'architecture du pouvoir, parce qu'il réduit simultanément l'asymétrie de temps et celle d'intention. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne une volonté politique orientée vers l'exécution. La décision n'est pas présentée comme un achat de service, mais comme un pari sur le transfert complet de savoir-faire. Recevoir les codes, les plans et les méthodes afin d'opérer sans intermédiaire. La coopération décrite s'organise autour d'une séquence lisible: mise en place de stations au sol, création de centres de contrôle, puis déploiement de capacités spécialisées sous pilotage local. Le signal géopolitique est double. D'une part, un pays enclavé revendique une hauteur informationnelle. D'autre part, le partage rapide de certaines données avec des voisins esquisse les contours d'un réseau régional naissant. Ce choix introduit un bénéfice immédiat, mais aussi un risque structurel. Lorsque l'asymétrie se referme, la pression extérieure tend à augmenter. Par analogie et non par stricte équivalence, le moment évoqué rappelle celui où de nouveaux réseaux de communication ont déplacé le centre de gravité de la décision politique. Reste une contrainte matérielle incontournable: ces systèmes exigent maintenance, cybersécurité et renouvellement continu des compétences. Sans cette profondeur technique, l'autonomie resterait fragile et réversible, car toute orbite attire des tentatives de neutralisation. Pour saisir la mutation à hauteur d'homme,
Le récit s'appuie sur un personnage guide, un ingénieur burkinabé formé localement devenu pivot du programme spatial. Jadis opérateur de station terrestre, il incarne le passage de la réception à la conception. Son parcours n'est pas héroïsé. Il sert de fil conducteur pour comprendre comment une politique de transfert complet peut transformer le capital humain. Autour de lui, des équipes mixtes se structurent, issues des universités nationales et d'un programme de formation accéléré. Les laboratoires improvisés deviennent des ateliers de prototypage où l'on teste, corrige et documente. Les impacts précoces apparaissent vite et restent concrets. Dans les usages sécuritaires, les premières images natives réduisent les délais de vérification et améliorent l'anticipation opérationnelle. Côté civil, et les données d'observation soutiennent la surveillance environnementale et la planification agricole, avec des bénéfices visibles pour les administrations locales. Un microcas illustre l'effet d'entraînement. Une station de suivi installée à Ouagadougou sert à la fois à l'entraînement des opérateurs et à la coordination interservices, créant des routines nouvelles plutôt que des démonstrations ponctuelles. Ce qui frappe, c'est la redistribution des rôles. Les ingénieurs cessent d'être des exécutants. Ils deviennent des gardiens de procédures, de codes et de protocoles. La fierté collective progresse sans emphase, nourrie par des succès modestes mais cumulés. Les pays voisins observent, interrogent, adaptent. L'imitation commence avant même l'institutionnalisation. La leçon précoce est nette. Voir par soi-même change la décision. Tout commence par un basculement net, presque administratif. Une réaffectation budgétaire redirige des ressources militaires vers un programme spatial interne. Ibrahim Traoré valide l'ordre de mission et enclenche une trajectoire que beaucoup jugent de coup hors de portée. Avant, la dépendance contractuelle dominait. Après, l'apprentissage maîtrisé devient la règle. Ce premier geste active une chaîne d'exécution qui privilégie la lenteur utile plutôt que la rapidité sous tutelle. Vient ensuite la phase d'activation. Les équipes se constituent, les priorités se resserrent, les délais sont compressés. Des ingénieurs partenaires transmettent une documentation complète. Les jeunes diplômés burkinabés adaptent les protocoles aux contraintes locales. Les stations au sol émergent, fonctionnelles avant d'être élégantes. Les écrans s'allument. Les premiers signaux sont captés, testés, corrélés. Chaque validation réduit l'écart entre théorie et opération. La cadence s'accélère sans rompre. On assemble, on intègre, on vérifie, puis on recommence. Le point culminant arrive lorsque la communication orbitale devient exploitable. Les laboratoires tournent jour et nuit. Les équipes alternent entre correction d'erreurs et formalisation des procédures. Les succès ne sont pas spectaculaires pris isolément. Ils s'additionnent. La presse régionale relaie l'événement. Les observateurs étrangers s'interrogent. L'initiative cesse d'être un pari interne pour devenir un fait géopolitique visible. Puis survient l'après-choc. Les réactions extérieures s'organisent. Des réunions d'urgence s'ouvrent dans plusieurs capitales occidentales. Le vocabulaire change, on évoque une instabilité orbitale, une perte relative de contrôle informationnel. Les signaux diplomatiques se durcissent sans rupture immédiate. Cette phase n'interrompt pas l'exécution, elle la rend plus attentive. La sécurité des codes, la redondance des systèmes et la documentation deviennent une des priorités quotidiennes. À l'intérieur du pays, les effets pratiques s'installent. Le temps de réaction opérationnelle se réduit. La planification logistique gagne en précision. Les données environnementales, jusque-là médiées, sont réappropriées. Une sous-industrie locale se structure autour des capteurs, des antennes et des logiciels d'analyse. L'économie n'explose pas, elle s'ancre.
Chaque module assemblé crée une compétence durable plutôt qu'une dépendance renouvelée. Au-delà des frontières, la diffusion commence. Des flux sont partagés avec des voisins volontaires. La coordination progresse par essai, pas par proclamation. Les angles morts diminuent. Les surprises tactiques deviennent plus difficiles. Ce partage transforme la sécurité en bien régional, tout en exposant le programme à des pressions accrues. Le pouvoir assume le risque et maintient le cap. Consolider les acquis, diversifier les alliances, protéger les sources. La ligne du temps se lit alors clairement. Avant, voir par procuration, décider avec délai. Après, observer directement, agir plus tôt. Entre les deux, une succession d'actes concrets, sans raccourcis miraculeux, qui ont déplacé le centre de gravité de l'information. Les chiffres, parfois têtus, permettent de cadrer les effets de ce programme spatial ambitieux. En tout, les 3 satellites ont été conçus et mis en orbite en moins de 2 ans, une performance qui défie l'idée que l'Afrique ne pourrait maîtriser une telle technologie sans une aide extérieure massive. Chaque satellite a une fonction bien précise: observation, communication et interception. Mais la question n'est pas la durée de vie de ces satellites, estimée à 5 ans en moyenne. Il s'agit de démontrer que, même dans un contexte économique contraint, l'autonomie régionale est possible. D'abord, 3 satellites produits localement capables de couvrir une large portion du territoire africain. Ces satellites n'appartiennent il y a plus à une logique d'assistance. Ils relèvent maintenant d'une stratégie d'indépendance fonctionnelle. Ce chiffre, bien plus qu'une simple statistique, devient un point d'ancrage symbolique pour la souveraineté de l'information. Il rétablit une relation de force entre un pays enclavé et l'espace au-dessus de ses têtes, un pouvoir qui jusqu'alors semblait réservé aux puissances mondiales. Ensuite, moins de 2 ans entre la conception du programme et la mise en orbite des satellites. Ce delta temporel n'est pas insignifiant. Il révèle une compression du processus d'apprentissage habituellement long et coûteux dans d'autres régions du monde. En l'occurrence, la rapidité de cette transition est le fruit d'une coopération qui n'a pas consisté en l'achat d'un service, mais dans l'acquisition des compétences nécessaires pour produire et maintenir la technologie en question. Les équipes burkinabées ont intégré un savoir-faire, non seulement pour opérer, mais pour concevoir et déployer un programme spatial sur leur propre sol. Enfin, 10 milliards de dollars réaffectés pour financer ce projet spatial. Ce budget, qui englobe des fonds internes et des crédits externes, dont une part provenant de la coopération sino-africaine, s'inscrit dans une logique de rentabilité politique. Bien que modeste par rapport à des programmes spatiaux européens ou américains, ce montant prouve qu'une échelle régionale suffit à acquérir l'autonomie. À travers ce choix stratégique, Ibrahim Traoré montre que les investissements dans la formation, la recherche et l'infrastructure technique peuvent avoir un rendement supérieur à celui des aides militaires classiques, dont l'impact est souvent limité et ponctuel. Enfin, la question de la soutenabilité de cette autonomie se pose. Les indices qualitatifs suggèrent une amélioration nette de la réactivité sécuritaire et de la gestion logistique. Le suivi des mouvements militaires, la gestion des ressources naturelles et la prévision des risques climatiques sont désormais plus fiables grâce à des données en temps réel. Mais les vraies retombées économiques ne se mesurent pas en chiffres simples. Elles se trouvent dans la capacité à anticiper, décider, protéger et partager. Les chiffres nous aident à mesurer, mais c'est l'indépendance retrouvée qui définit le véritable changement. Autour du programme spatial burkinabé, 2 positions opposées s'affrontent. D'un côté, les critiques occidentales qui voient dans cette initiative une anomalie dangereuse. Un pays sans littoral ni industrie lourde
ne pourrait maintenir une capacité orbitale sans assistance durable. Selon cette vision, la maintenance des satellites et les risques cyber et la dépendance aux composants étrangers fragiliseront l'autonomie du Burkina Faso à long terme. La crainte est que, face à ces contraintes, l'initiative se retourne contre son initiateur, minée par des vulnérabilités techniques et des pressions extérieures. De l'autre côté, l'argument africain, porté par Ibrahim Traoré, défend l'idée que l'Afrique, loin de chercher à rivaliser avec les puissances mondiales, doit avant tout maîtriser l'accès à l'information. Posséder ses propres images satellites, c'est non seulement garantir une meilleure réactivité face aux crises, mais aussi affirmer sa souveraineté. L'idée n'est pas de réduire la coopération avec d'autres nations, mais de garantir que l'Afrique puisse agir en toute indépendance, sans devoir constamment négocier l'accès aux données critiques avec des puissances étrangères. Le débat porte donc sur la question centrale de la souveraineté numérique appliquée à l'espace. L'un des principaux arguments des défenseurs du programme est qu'il permet au Burkina Faso de réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances extérieures tout en développant ses propres capacités locales. Le transfert de technologie plutôt que l'achat de services devient la clé de l'autonomie. Les ingénieurs formés localement et les stations de contrôle mises en place symbolisent cette volonté de contrôle et d'indépendance. Pourtant, cette autonomie n'est pas absolue. Les critiques soulignent que sans une maintenance rigoureuse, une cybersécurité renforcée et des alliances stratégiques, le programme pourrait rencontrer des obstacles majeurs. Et en outre, le manque de transparence dans certains aspects du programme, notamment la coopération avec la Chine, alimente les suspicions de captation extérieure qui pourraient nuire à la véritable souveraineté numérique. Cependant, la position défendue par Ibrahim Traoré reste solide. Cette initiative est une opportunité de redéfinir le rôle de l'Afrique dans la gouvernance spatiale mondiale. Les difficultés techniques et politiques sont réelles, mais elles ne doivent pas occulter le potentiel immense d'un tel projet pour l'indépendance stratégique du continent. Et c'est précisément à ce moment-là que le récit bascule. En dépit des obstacles, le Burkina Faso devient un modèle. Ce qui semblait au départ être une exception devient une tendance. La coopération spatiale ne reste pas cantonnée à un projet national isolé, mais évolue pour inclure les voisins du Burkina Faso. Le partage des données et des technologies avec le Niger et le Mali ouvre la voie à une alliance de surveillance régionale, un œil africain collectif qui bouleverse les anciennes logiques de dépendance. La révélation est frappante, ce n'est pas seulement la technologie qui est transférée, mais la confiance. Ce réseau naissant montre qu'une innovation technique, lorsqu'elle est partagée, devient un outil de coopération stratégique. L'Afrique ne se contente plus de recevoir passivement les données, mais devient actrice de sa propre surveillance. La coopération ne se limite plus à des accords bilatéraux, elle est devenue un élément de sécurité collective. Ce changement de perspective a des conséquences profondes, en réduisant les angles morts, en coordonnant les actions. Les pays voisins se protègent mutuellement. Ce n'est plus une course individuelle vers l'autonomie, mais une démarche collective qui pourrait redéfinir la sécurité régionale en Afrique de l'Ouest. L'impact du programme spatial burkinabé se déploie sur plusieurs fronts, mais ses conséquences les plus immédiates sont visibles dans quatre domaines clés: la gouvernance intérieure, la sécurité et la défense, le développement économique et l'intégration régionale. En matière de gouvernance intérieure, la maîtrise des données satellitaires a permis au gouvernement de prendre des décisions plus éclairées et réactives. Les ministères ne dépendent plus uniquement des rapports externes pour suivre l'état des infrastructures ou détecter des anomalies sur le territoire.
Le contrôle des données permet désormais une gestion plus efficace des ressources et des projets d'infrastructure. Les pouvoirs publics ont gagné en autonomie, ce qui transforme le rôle de l'État en un acteur plus proactif et plus indépendant. Ibrahim Traoré, par cette politique, affirme que gouverner, c'est voir par soi-même. Sur le plan sécuritaire, la surveillance des frontières est désormais renforcée. Les forces burkinabées disposent d'une meilleure capacité d'anticipation, réduisant de plus de moitié le nombre d'incidents non détectés. La communication sécurisée par satellite empêche les interceptions étrangères et le suivi en temps réel des mouvements frontaliers améliore la réaction des autorités face aux menaces. Cette hauteur souveraine transforme la manière dont les informations sont utilisées et l'espace devient un atout stratégique majeur pour la défense nationale. Du côté du développement économique, l'accès aux images satellites permet une meilleure gestion des ressources naturelles, en particulier dans les secteurs agricoles et miniers. Les exploitations minières illégales sont détectées plus rapidement et les zones de déforestation sont surveillées en temps réel, ce qui permet une gestion plus durable de ces ressources. L'économie locale bénéficie également d'une nouvelle sous-industrie liée aux technologies spatiales, capteurs, antennes, logiciels d'analyse. Chaque dollar investi dans ce programme spatial génère des retombées multiples dans d'autres secteurs, créant des emplois et stimulant l'innovation locale. Enfin, l'intégration régionale commence à prendre forme. Le réseau de partage d'informations entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger constitue une base solide pour une coopération plus poussée en matière de surveillance et de sécurité. Ce consortium naissant montre comment une initiative locale peut se transformer en un modèle régional, avec des implications géopolitiques considérables. Les protocoles de partage de données s'élargissent et les universités locales mettent en place des cursus conjoints en ingénierie spatiale, renforçant ainsi les liens entre ces nations. Les effets de ce programme ne se limitent donc pas à des retombées économiques ou sécuritaires immédiates. Ils marquent un changement profond dans la manière dont les pays africains abordent leur souveraineté, leur développement et leur coopération. Le Burkina Faso, en devenant un acteur central dans la gouvernance spatiale, amorce une transformation qui pourrait bien influencer l'ensemble du continent. Trois scénarios se dessinent pour l'avenir du programme spatial burkinabé au cours des 6 à 12 prochains mois, chacun présentant des risques et des opportunités propres. Le premier scénario est celui de la consolidation. Dans ce cadre, le Burkina Faso continue à maintenir ses capacités actuelles en préservant les acquis sans chercher à provoquer de rupture diplomatique majeure. Le réseau régional de surveillance, bien que encore embryonnaire, s'étend lentement. Les pays voisins, comme le Niger et le Mali, continueront de bénéficier des données partagées, renforçant ainsi une coopération régionale fondée sur la confiance. L'accent sera mis sur l'amélioration de la cybersécurité et de la maintenance des infrastructures afin de garantir la durabilité du programme. Ce scénario, bien que stable, n'apporte pas de bouleversement significatif, mais stabilise les gains réalisés. Le deuxième scénario, plus optimiste, envisage une expansion rapide et une mutualisation des ressources. Dans ce cas, les pays africains parviennent à intégrer des stations communes, à interconnecter leurs bases de données et à développer une industrie spatiale régionale. Le Burkina Faso pourrait ainsi jouer un rôle de leader dans la création d'un consortium spatial panafricain attirant des investissements internes et de la diaspora. Le marché des technologies spatiales en Afrique se développerait à un rythme rapide avec une croissance à deux chiffres. Le partage des informations deviendrait un outil de défense collective
et les pays africains pourraient même élaborer un traité de défense orbitale. Ce scénario permettrait à l'Afrique de regagner en souveraineté tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Le troisième scénario est celui du ralentissement, dû aux pressions extérieures croissantes. Les sanctions économiques, les campagnes médiatiques négatives et les tentatives de piratage pourraient fragiliser le programme. Dans cette optique, les infrastructures spatiales pourraient donc subir un ralentissement, voire une interruption partielle des services. Le manque de ressources et de soutien international pourrait rendre difficile la pérennité du projet et le climat diplomatique se dégraderait, entravant la coopération régionale. Ce scénario est le moins souhaitable, car il marquerait un retour à la dépendance. Mais il reste possible si la cybersécurité n'est pas suffisamment renforcée. Un scénario conditionnel est également envisageable si le Burkina Faso parvient à maintenir la confiance entre ses partenaires régionaux et à sécuriser les flux de données. L'Afrique pourrait disposer de la première base souveraine de surveillance intégrée. En revanche, si les tensions diplomatiques et les défis internes prennent le dessus, la dépendance reviendra sous une autre forme. Chacun de ces scénarios présente des opportunités et des menaces, mais tous soulignent l'importance de la coopération régionale et de l'autonomie technique pour l'avenir du continent. Ce projet, au-delà des chiffres et des avancées techniques, touche une corde sensible, celle du changement profond dans la perception de l'Afrique. Pour la première fois, des jeunes Africains ne se contentent même pas de consommer la technologie spatiale, mais en sont les créateurs. Ce n'est plus une question d'admiration extérieure, mais de prendre en main son propre destin. Les jeunes ingénieurs burkinabés, formés localement et devenus les gardiens de la souveraineté spatiale, incarnent cette génération qui transforme les rêves en réalité. Cette transformation n'est pas uniquement une victoire technologique, elle touche aussi les générations à venir, celles qui, inspirées par l'exemple du Burkina Faso, vont se lancer dans des carrières liées à la science, la technologie et l'ingénierie. Dans les écoles, des programmes d'observation satellitaire sont déjà en place, préparant les jeunes à comprendre, concevoir et utiliser la technologie à des fins pacifiques et stratégiques. Le changement se lit aussi dans la perception du pouvoir. Autrefois perçu comme un privilège réservé aux grandes puissances, l'observation spatiale devient un droit et une responsabilité partagée. Les jeunes Africains, désormais capables de regarder leur ciel et de comprendre ce qu'il leur réserve, trouvent dans cette nouvelle autonomie un sens de l'empowerment collectif. Pour l'Afrique, ce projet résonne aussi dans le secteur privé. L'essor de la filière spatiale burkinabé inspire une nouvelle génération d'entrepreneurs qui se tournent vers les industries de haute technologie. Les startups spécialisées dans les technologies de l'espace comme les capteurs, les logiciels d'analyse de données ou encore les services de cybersécurité voient le jour, catalysant une dynamique d'innovation locale. Ainsi, ce programme n'est pas seulement un projet spatial, mais une véritable révolution culturelle, sociale et économique qui montre que l'Afrique peut faire des choix autonomes, se réapproprier son destin et tracer sa propre voie dans le monde. Le chemin vers une souveraineté spatiale complète pour le Burkina Faso et ses voisins se construit en plusieurs étapes essentielles, chacune ayant un rôle clé dans la consolidation des acquis et la sécurisation de l'avenir. La première étape consiste à identifier des alliés prêts à transférer le savoir-faire sans condition. Le transfert de technologie et non l'achat de services est au cœur de cette stratégie. En permettant l'accès à la formation et à la documentation technique, les pays partenaires, comme la Chine, offrent plus qu'une simple assistance. Ils ouvrent la voie
à une autonomie durable. La deuxième étape est de lancer un programme national de formation. Chaque ingénieur formé localement devient non seulement un acteur du programme, mais aussi un formateur à son tour. L'objectif est de multiplier les compétences et de les diffuser dans la société burkinabé. Cette approche pyramidale garantit une montée en compétences rapide et de manière largement partagée, réduisant ainsi les risques de dépendance continue. Troisième étape, la construction des infrastructures minimales pour soutenir le programme à long terme, stations de suivi, centres de contrôle et laboratoires de recherche. Ces équipements doivent être conçus pour résister au temps et aux défis techniques, tout en garantissant une maintenance locale de qualité. L'architecture spatiale du Burkina Faso sera ainsi fondée sur une base solide et durable. La quatrième étape est de légiférer pour protéger les données aérospatiales. Des protocoles de sécurité devront être établis pour encadrer l'utilisation et le partage des informations collectées par les satellites. Cette législation garantira que les données sensibles ne soient pas utilisées à des fins étrangères sans l'autorisation du gouvernement. Enfin, la dernière étape est d'institutionnaliser la coopération régionale. Le Burkina Faso, en partageant ses données et ses connaissances, pourra jouer un rôle central dans la création d'un réseau panafricain de surveillance et de sécurité spatiale. Cette coopération permettra de multiplier les opportunités tout en renforçant l'autonomie collective du continent. Ces étapes, si elles sont menées à bien, et permettront au Burkina Faso et à ses voisins d'atteindre un modèle de gouvernance spatiale qui pourrait être dupliqué dans d'autres pays africains. Le programme spatial burkinabé n'est pas simplement une victoire technique ou politique. C'est un témoignage vivant de la capacité d'une nation à se réapproprier son destin. Dans un moment de réflexion, Ibrahim Traoré contemple les trois points lumineux qui brillent dans le ciel, symbole du chemin parcouru et de l'avenir encore à construire. Ces satellites ne sont pas seulement des instruments de surveillance, ils incarnent un changement de mentalité, une affirmation que l'Afrique peut être à la hauteur de ses ambitions, sans avoir à dépendre des autres pour regarder son propre sol. Le projet ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. C'est une invitation pour tout le continent africain à imaginer un futur où la souveraineté technologique et la coopération régionale sont au cœur de l'agenda politique. La vision d'Ibrahim Traoré va bien au-delà des aspects techniques. Il s'agit d'une quête de dignité et d'indépendance pour les générations futures. Nous avons levé les yeux, désormais nous savons ce que cela veut dire voir, dit-il, soulignant l'importance de la capacité à observer et à comprendre son propre environnement. Cette transformation n'est pas un événement ponctuel, mais une évolution en profondeur qui se déroule dans les laboratoires, les écoles et les communautés locales. Le Burkina Faso, grâce à ce programme, est devenu un modèle de ce que l'Afrique peut accomplir quand elle choisit de prendre son avenir en main. Le chemin tracé par le Burkina Faso et Ibrahim Traoré ne se limite pas à un modèle technologique ou géopolitique. C'est un appel à tous ceux qui croient en l'autonomie et en la coopération. Aujourd'hui, l'Afrique n'attend plus de directives extérieures pour façonner son futur. Elle regarde son ciel, observe les étoiles et décide elle-même de son destin. Mais cette vision ne doit pas s'arrêter aux frontières du Burkina Faso. Elle doit inspirer chaque nation africaine à voir plus loin, à regarder par elle-même et à oser prendre les décisions qui influenceront l'avenir de tout un continent. Quelles actions pouvez-vous, en tant qu'individu ou institution, entreprendre pour contribuer à cette dynamique? Quel rôle pouvez-vous jouer dans la construction d'une Afrique plus souveraine, plus autonome, plus innovante? Ce projet, bien plus qu'une réalisation technique, est un symbole de ce que nous pouvons accomplir collectivement. À chaque pays de réfléchir si votre nation pouvait choisir de voir par elle-même, quelle décision prendriez-vous?
L'appel est lancé et l'opportunité est là. Le ciel n'est plus un privilège, il est à tous.